Je sais pas si ça va être dessus le oh petit chat. C'est vrai que je viens de le voir, en fait, il était en camouflage. Ouais, t'as vu, ils se font bien dans le canapé, là. Il est extrêmement mignon. Il est très très mignon. Voilà. Et est-ce que le programme de ce soir va être très très mignon? Oui. J'ai un doute. Si. Bah, si, je crois. Pourquoi d'un coup j'entends de l'écho du côté de... Oui. d'Élodie Elodie, tu es loin. Moi aussi, Loin, je me suis entendu loin. en écho. Je pense que ça doit venir de l'un d'entre vous. Bref, en tout cas, s'il y a du mignon, oui, je vois dans le conducteur qu'effectivement il va y avoir du mignon, hein, parce qu'on va avoir du jeu vidéo, du livre, du film, de la musique, des séries. Beaucoup de séries, effectivement. Et si tu regardes vraiment le conducteur au pied de la lettre, il y a quand même beaucoup d'animaux. Pourquoi Benabar? Alors oui, mais... Tu sais que c'est pas l'éléphant, hein, c'est pas la même chose. Ah, Hein. d'accord. Oups, Ouais. j'ai un peu divulgaché cet épisode 21 de l'hebdo de Culture Club Sandwich, et puis on va lancer le générique. Attends, ça marche encore tout de suite. Fou. Et nous sommes bien sûr en live sur YouTube et sur Twitch. J'ai vérifié, j'ai eu les notifications, donc là-dessus, ça a fonctionné. Ce n'est pas une Yay. science exacte, hein, sachez-le. Sachez-le chez vous. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner aux chaînes, sur Blue Sky aussi, sur Instagram. Et pour cet épisode 21, je suis accompagné donc d'Élodie, Bonsoir. de Cécile, Bonsoir. Olivier et son chat. Salut. Dis bonjour le chat. Non, du coup, il se Ah bah, il barre. se barre. Je le dis si on t'emmerde, hein. En tout cas, il a compris que c'était de lui dont on parlait. Donc, au programme ce soir, et comme j'ai dit, du jeu vidéo, du livre, du film, de la musique, et des news, parce que Sarah n'est pas là. Mais quand Sarah n'est pas là, Et il y a souris Elodie. danse. Ah, Oui, alors... mais attends. Ah oui, le... Yay. Voilà, quand même. Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve... La France a peur. L'Ukraine, t'es avec nous. Madame, monsieur, bonsoir. Non, mais l'autre fois, Sarah a dit que je faisais penser à Claire Chazal, je savais pas trop comment le prendre, mais du coup, j'embrasse le rôle. Ah, j'ai cru que t'allais dire j'embrasse Claire. C'est ça. On embrasse fort, allez, bisous. Le consentement, c'est important. La bise, ma gueule. Je sais même pas ce qu'elle devient. Est-ce que tu peux augmenter un peu ton volume? Parce que bizarrement, depuis qu'on a enregistré, ton volume est plus bas. Est-ce que c'est mieux? Parfait. Oui. Allez. Eh bien, je commence avec du prestige, puisque Juliette Binoche présidera le jury du 78e Festival de Cannes en mai prochain. Après 40 ans de carrière et plus de 70 films à son actif, la comédienne française succède à Greta Gerwig, marquant ainsi la deuxième passation féminine dans l'histoire du festival. Pourvu qu'on en ait plus, quoi. Bon, après, j'ai pas d'avis sur elle. Hein. Cette fin, je sais pas Pourvu que d'avis. ça dure. Pourvu que ça dure. Faudra que ça dure. Après Mission Cléopâtre, Alain Chabat replonge dans l'univers gaulois avec la mini-série Astérix et Obélix, le combat des chefs qui débarque le 30 avril sur Netflix. Ça sera 5 épisodes de 30 minutes où on retrouvera l'humour absurde qui a fait le succès du réalisateur. Et pour l'histoire, donc c'est quoi ces règles, ces trucs de on fait 5 épisodes, on en fait 3, on en fait... Mais c'est quoi 5? Pourquoi 5? parce qu'on n'avait pas le budget pour 6. Mais Voilà. c'est carrément pas assez 5. Ouais, bref. Oui, faut le prendre dans genre, t'aurais pu en avoir 0, tu vois. Donc, Oui, non, d'accord, 5, c'est bien. D'accord. Voilà. Et donc pour l'histoire, donc ça va être panoramique. J'ai l'impression de me c'est faire tu perds engueuler la par ma mémoire mère, après un quoi. choc. C'est ça. Et, On est pas du tout, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, moi j'ai hâte de le regarder. J'aime beaucoup Astérix et Obélix et j'aime beaucoup Alain Chabat, donc Ouais, salut. on verra bien. Et puis, non, c'est parce que j'ai des flous. suis flou. J'étais plus en focus. Mais moi, ce que Pour j'ai rester beaucoup avec aimé Chabat, ça marche jusque-là, bien. c'était le titre, enfin le truc dessus, c'est très gaulerie. Et voilà, ça, je trouve que la vanne est bien trouvée. Je sais pas qui l'a trouvée, mais elle est très très bien trouvée. Oui, donnez-lui une augmentation. Voilà. Et rembourser Mauvaise son invitation, c'est important.
Mauvaise nouvelle pour les fans de Pharrell, puisque le biopic Golden, réalisé par Michel Gondry, ne verra jamais le jour, malgré un casting XXL où il y avait Halle Bailey, Janelle Monáe, Missy Elliott et bien d'autres. Le duo a jugé que le résultat n'était pas à la hauteur. Résultat, 20 millions de dollars de production complètement envolée. Donc voilà, c'est dommage, moi j'aime beaucoup Michel Gondry. Je m'en fous de Pharrell, mais j'aime beaucoup Michel Gondry. Donc, Non, mais s'ils ne savent pas quoi faire de leur argent, je peux leur envoyer mon RIB, hein, vraiment. Il n'y a même pas besoin de 20 millions. Hein. C'est clair, nous on a plein d'idées. Hein. Ah, ça. Côté jeux vidéo, si vous avez adoré vous balader dans Poudlard en 2023, eh bien bonne nouvelle. Hogwarts Legacy aura bien une suite. Warner Bros prépare un deuxième opus qui sera connecté à la future série Harry Potter prévue sur HBO en 2026. Pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie, mais une chose est sûre, vous allez peut-être encore devoir spammer 28 000 fois Revelio. 2026. Du coup, t'as pas de date de sortie si la série arrive en 2026, ça va arriver en même temps. Hein. Non, mais surtout connecté à la forcément, série. La série, elle va reprendre les livres, de ce que j'en sais. Du coup, si c'est connecté à la série... C'est connecté. Ça va être 12 000 répétitions, mais argent. Oh, ouais, non, mais au moins, ce qui était pas trop mal dans Hogwarts Legacy, c'est qu'on explorait... c'était suffisamment dans le passé pour éviter justement d'être trop lié à quelque chose et d'avoir un peu de liberté. On était dans l'univers Harry Potter sans être avec Harry Potter, avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on nous a rabâché. Il y avait une fraîcheur qui était agréable. Si c'est lié à la série, d'un coup, ça me hype moins, j'avoue. Je te comprends. Côté mi-jeu vidéo, mi-cinéma, le jeu culte Sleeping Dogs va enfin être adapté au cinéma et c'est Simu Liu de Shang-Chi qui enfilera le costume de Wei Shen, le flic infiltré au sein des triades de Hong Kong. Après des années d'annonces et d'abandon, le projet est enfin sur les rails. On espère un bon film d'action bien nerveux, assez fidèle à l'ambiance du jeu et je vais être un gros Yankee. Voilà. Totalement, parce que le jeu il était vraiment très très bien et il y avait un côté... comment c'était le film je crois que c'était un film coréen, c'était Les Infiltrés. Je sais pas. C'était assez proche, mais le jeu était très cool et ça s'en va, ça revient. C'est peut-être pas non plus une très bonne nouvelle non plus. Si c'est fait de petits rien surtout en fait. Exactement. Après l'échec cuisant de Suicide Squad Kill the Justice League, Rocksteady tente de redorer son blason avec un nouveau jeu solo Batman. Pas beaucoup d'infos pour l'instant, mais on espère un retour aux sources façon Arkham Asylum que j'avais adoré. Va falloir être patient parce que pour l'instant le projet est encore au tout début du développement. Rendez-nous Arkham. Je pense que c'est les plus grosses peurs que j'ai eues de ma vie, c'est devant ce jeu, quoi. J'ai surfauté comme un enfant. Ah, mais moi je me souviens d'une séquence avec l'épouvantail. Oh oui. Où t'es dans des rêves et j'ai joué à ça à 23h dans la nuit complète. Bonne idée. Magnifique. Ouais, mais moi je savais pas. Non, tu l'as jamais fait, forcément. Et j'ai flippé ma race, mais comme jamais. Quoi. Après, j'ai fait le même genre de choses avec BioShock, le premier du nom. Je savais pas non plus à l'époque. Non, mais c'est. Et voilà, des traumatismes. Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi? Pour se sortir vivant. Oh là là. Mmh. Ok, sur ces paroles très philosophiques. Je passe du coup à la musique avec un toujours plus loin, toujours plus fort, puisque pour accompagner son album Survival Mode. Survival Mou. Moi, je suis sur Survival Mall, la tourbe qui veut survivre. Oh, je Alors veux là, voir ça ce truc. m'intéresserait. Il y avait un t-shirt avec le super mot, le super taupe, et en fait, c'était le super-héros qui voyait rien du tout. Ah, je sens un danger, et tout autour d'elle, dans le t-shirt, il y avait vraiment que des dangers. C'était affreux. Je veux voir ça, plutôt que Freeman. Oui. Bref, le rappeur Riley s'est lancé dans une course de 24 heures sur tapis roulant, retransmise en live. Il était poursuivi, si on peut dire, par des grosses lames qui coupent. Tout va bien, il a réussi, il est vivant. Bravo, mais je ne sais toujours pas pourquoi il court. Pour faire la promo, de son album. Voilà. Voilà. Il y en a qui font de la publicité à la télé, il y en a d'autres qui courent pendant 24 heures. Tout ce que j'en ai vu de ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, il s'est arrêté pour faire pipi et il y avait plein de monde qui l'entourait d'un drap noir. Voilà, c'est ce que j'ai retenu.
Oui. En même temps, courir 24 heures, effectivement. Quel était Déjà, pardon. Déjà, tu cours 5 heures, tu vomis, alors 24 heures, tu vomis Je cours 5 minutes. au je moins vomis. 5 fois. C'est ça. Moi, je cours, je vomis. Pas besoin Déjà, de- si je cours, c'est qu'il y a quelqu'un qui me poursuit. Hein, parce que Ah, je peux passer les Bah là, il y avait courses, une à lame. la limite, ouais. À vrai. moins que tu ne cours pour Là, aller je pense- vomir, parce que voilà, c'était pas Parce t'es que loin t'as une d'être. gastro. Ah, ça se trouve, il avait une Ouais. gastro en fait. Ah, ouais, c'est ça. Ah, Oh, merde, ça explique tout. mais pourquoi les lames Parce que Gillette. La perfection masculin. Peut-être qu'il a fait un feat avec l'âme et c'est la seule façon de l'expliquer, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle devient, la lame Bref, Bah, elle était derrière Riles pendant qu'il courait. après leur show épique au Super Bowl, Kendrick Lamar et SZA débarquent en France pour une date unique. Notez-le dans vos calendars. Le 15 juillet 2025 à Paris La Défense Arena. Préparez-vous parce que je pense que ça va partir vite. Donc il va falloir se lever tôt. Voilà. Je ne sais pas quand les billets seront en vente. Démerdez-vous. Elton John. Ça, c'est de la connais pas. précision. J'en ai rien à foutre, regardez sur Google. Mais je l'ai pas, moi, la Allez, date. sur ChatGPT. C'est pas encore publié. Voilà, moi, je vous donne le concert. Après, vous irez sur Ticketmaster, hein, comme tout le monde. Elton John Vous irez n'a vous pas dit faire son... plumer par Ticketmaster. C'est ça. N'a pas dit son dernier mot puisque donc il sortira Who Believes in Angels le 4 avril 2025, un album en collaboration avec Brandy Carlile, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers et d'autres grands noms. C'est décrit comme un projet intime et ambitieux qui marque une nouvelle ère pour l'artiste qui avait juste avant dit qu'il prenait sa retraite, mais écoutez, hein. Quel Oui. artiste? J'ai pas entendu le début. Elton John. Elton John, ouais. connais oui, pas. oui. Et- Ah oui, et d'accord. quoi, ok. quoi de mieux pour le côté intimiste que d'avoir plein d'invités sur son album? Oui, bah, tu Comme ça, sais, c'est ultra personnel. oui, oh, tu sais, intimiste, c'est à la louche, hein. Tant qu'il Mais- évite Mais il marche encore? Comment ça? Marcher, genre ça bien, fonctionne c'est ou, Bah tout en fait. Tout marcher Si, avec ses si, pieds, si. mais marcher aussi en... bah, il est quand même plus tout jeune maintenant, Pépère. Oui, mais quand même, bon, après, s'il peut éviter de nous faire des trucs avec Dua Lipa et Petit Spears encore, ça ira très bien aussi. Peut-être que c'est un hologramme, on le sait pas. Ah. Mélenchon Non, c'est Mélenchon. Melton John. Parce qu'ils font en plus. Dégueulasse. Il est dans la trempette. Bonne nouvelle pour les fans du chapeau de paille. Le tournage de la saison 2 de One Piece est bouclé. Netflix l'a annoncé avec une photo du casting. Reste à patienter pour la sortie qui pourrait bien être en fin 2025 ou début 2026. Là aussi, pas de date, débrouillez-vous. Cécile, elle a exactement traduit ce que j'étais en train de faire. Genre, le chapeau de paille. Ah oui. C'est un chapeau de paille. C'est qui le chapeau de paille? Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la petite maison dans la prairie et que j'en parlerai pas ce soir, mais ça aurait pu aussi. Voilà. TF1 ressuscite Clem Charlie pour un Ingalls avec nouvel des bras épisode inédit. qui s'étirent, etc. Charlie Ingalls, c'est un Du bois, c'est pirate. pas pratique. Bon, si, il le fait de loin. Pour ça, il n'y a pas d'écharde. Ah, malin. Oui, donc un téléfilm Clem en 2 parties intitulé La rando en famille sera diffusé le 24 février sur TF1. Un L'intrigue truc qui tourne s'appelle la autour... rando en famille, ça peut être que sur TF1, quoi. Enfin, vraiment. France 3 le dimanche soir, sinon. L'intrigue tourne autour de Clem et son père avec le retour de Laurent Gamelon, absent depuis 2018. Donc cette fois-ci, c'est direction la Bretagne, ça vous Il nous gagne. avait manqué. Pour une randonnée qui réveillera secrets et émotions. Bizarrement, je connais beaucoup de fans de cette série. Je ne comprends pas pourquoi, mais écoutez, vous faites bien ce que vous voulez. Apple TV+ investit enfin dans le cinéma français, puisque après Netflix et Amazon, Apple TV+ accepte de financer la production audiovisuelle française. Cet accord signé jusqu'en... Accepte. Genre, ils ont pas été forcés. Ouais, ils n'ont pas été forcés du tout. Genre. Du tout. Ouais. Donc c'est signé jusqu'en 2027 et ça va permettre à la plateforme de proposer des films français plus rapidement après leur sortie en salle. Bon, écoutez, hein. Quand il y en a un qui a ouvert la porte, tout le monde a suivi derrière. Après, s'ils gardent leur ligne éditoriale qu'ils ont jusque-là, même du côté français ou peu importe le pays, pourquoi pas? Parce que Apple TV+ s'en sort très bien dans sa curation de programmes. Hein. C'est honnêtement le service de streaming que je préfère.
Vaut mieux ça va plus vite pour pour regarder ce qu'il y a dessus, quoi. C'est surtout ça. J'allais dire, vaut mieux un petit catalogue bien fourni qu'un grand catalogue vide, mais ça semblait un peu sexuel. C'est très... Un peu. Ouais. Moins fun, Paul Lustulitzer, le romancier à succès, nous a quittés à l'âge de 78 ans. C'était Mais l'auteur il des... était pas mort depuis 30 ans, lui. C'est ça. Moi, je pensais qu'il était déjà mort, et j'ai vu 78 ans, je fais, il était pas moins... Ah non, je pensais qu'il y a 20 ans, il avait 78 ans, moi. Bah, T'as c'est des ça, gens oui. qui sont nés vieux, en fait. Voilà. Donc, il était auteur C'est des fameux Benjamin westerns Button. financiers. Et voilà, il était connu pour être entre best-sellers et scandales financiers. Et donc, il a quand même une sacrée carrière derrière lui. Et voilà, so long. Hein. Même si, on avait déjà fait notre deuil depuis longtemps, visiblement. Bonne nouvelle, Oui. des écrivains comme Kamel Daoud, Gaël Faye et Joël Dicker ont refusé d'assister au déjeuner annuel de l'Express en raison de la présence de Jordan Bardella, invité pour le succès de son autobiographie. Donc je veux pour eux une ronde d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. On applaudit, mais une fois qu'il sera président, ils vont tous aller bouffer chez lui, donc. C'est vrai. Parce que finalement, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Tout le monde était contre Trump, et puis maintenant qu'il est élu, finalement, il est pas si mal. Pire, en vrai. Oui. Finalement, je tiens un peu à la vie. Écoutez, je peux enchaîner avec du George Orwell. Je pense qu'on est très raccord là. Mais merci beaucoup Sarah d'avoir partagé cette info parce que moi, elle m'a fait sourire. Je l'aime beaucoup. C'est un petit fait insolite. Un lecteur a rendu un exemplaire de The Road to Vegan Pier de George Orwell 50 ans après son emprunt. La bibliothèque anglaise ça pourrait de m'arriver, Hull ça. n'a pas infligé d'amende, mais le livre était tellement moisi qu'il a fini en réserve d'archives. Moralité, si vous avez un retard de quelques semaines, ça va, vous êtes large. Ouais, donc vaut mieux qu'on le garde 50 ans, on se prendra pas d'amende du coup. Non, par contre, t'auras gagné de la moisissure, visiblement. Ouais, non, moi je fais très attention à mes livres. Il y a pas moyen qu'il y ait de la moisissure sur un de mes livres. Il n'y a pas moyen, Jaja. Voilà pour cette semaine. Eh bien, écoutez les gens dans le chat ou si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à venir sur les réseaux nous dire ce que vous avez pensé des petites actus. Qu'est-ce qui vous hype le plus dans ce qu'on a annoncé. Voilà, des bisous, à bientôt. et puis elle s'en va. Grand planning. Allez, ciao, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Des bisous. Des bisous. Imagine Claire Chazal à la fin de l'été. Allez, des bisous. Mais la façon dont tu l'as fait des bisous, ça m'a fait penser à un certain Sylvain sur YouTube. Voilà. Ah ouais. Voilà. Bon, ça va. Il termine souvent avec des bisous très aigus comme ça qui montent dans les aigus. Bref. Ça, c'est les gens qu'on sait pas quoi dire à la fin. Voilà. Oui, c'est ça, sans doute. On va passer à une reco de mon côté. C'est un reco cinéma, oui, plutôt. J'ai cru que t'allais dire un reco Siffredi, tellement. Non, je ne le recommande pas à lui. Vache, on est matrixé, sa mère. Je ne le recommande pas à lui. J'ai vu, ça faisait déjà un moment que je voulais le voir parce que c'est sorti en fin d'année dernière. Je revérifie la date. C'est sorti donc en octobre, même si on pouvait déjà le voir au festival de Telluride en août. C'est le film Saturday Night, un film coécrit et réalisé par Jason Reitman et qui est un film biographique sur les coulisses de la soirée d'ouverture du Saturday Night Live, l'émission culte de chez NBC, donc en 75. Moi, tout simplement, je voulais le voir déjà pour une première chose, c'est que j'aime beaucoup le show. Je le suis depuis tellement d'années, et puis je me suis renseigné dessus tellement que je ne pouvais pas le rater. Puis je voyais que niveau casting, c'était quand même pas mal intéressant. D'autant que dedans il y avait Lamorne Morris qu'on avait pu voir entre autres dans Walk il y a peu, et puis dans New Girl aussi encore plus tard avant, qui jouait donc le rôle de Gareth Morris, donc le comédien qui était justement engagé là-bas et qui ne savait pas vraiment pourquoi il était là-bas, mais on peut retrouver des personnes qui jouent les rôles de Dan Aykroyd, donc de Dylan O'Brien que vous connaissez peut-être. On a aussi Chevy Chase, on a John Belushi, Jane Curtin, on a Andy Kaufman et Jim Henson.
Et puis en fait surtout au plein milieu on a Lorne Michaels, donc le créateur et le producteur du Saturday Night Live, joué par Gabriel Labelle, qui nous montre un peu comment s'est passée cette soirée en quasi temps réel, avec toutes les problématiques de décor, de production, d'acteurs qui ne veulent pas jouer, qui ne veulent pas signer leur contrat, des sketchs qui ne veulent pas s'écrire, ou alors trop de sketchs et on n'arrive pas à choisir. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Il y avait une vibe, forcément, c'était donc du Sunset Studio 60 on the Sunset Strip, donc la série avec entre autres Matthew Perry de Aaron Sorkin, et il y a vraiment ce côté très backstage, fun et sans concession. Moi j'ai trouvé ça donc très très instructif et assez drôle et assez édifiant, d'autant plus que comme j'ai lu l'histoire un peu de cette première soirée qui était faite pour être une catastrophe, parce que NBC voulait absolument mettre un programme qui allait se casser la gueule pour prouver que on pouvait juste se baser sur des rediffusions d'un late show en fait pendant toutes les soirées pendant toute l'année, quoi. Donc je sais pas si ça sera disponible chez nous. Je beau chercher, vu que c'est chez Peacock, etc. Forcément c'est un peu compliqué à trouver. Débrouillez-vous, faites comme moi. c'est plus simple. Mais voilà, si l'histoire un peu de la télé vous intéresse, si voir des coulisses de ce show-là vous intéresse, franchement foncez, parce que c'est. Et puis Jason Reitman en général, c'est quand même. C'est quand même des super films. Franchement, voilà, c'est un des vraiment, auteurs que je préfère. C'est vraiment un super film, et puis je pense qu'on peut le regarder sans forcément s'intéresser plus que ça au Saturday Night Live, parce que c'est quand même l'histoire d'un succès en devenir, et on va juste pas avoir certaines références ou avoir l'ampleur que ça peut être maintenant, mais je trouve ça vraiment très très intéressant. Et puis en plus de ça, à la musique c'est John Baptiste, qui est un chef d'orchestre et un pianiste que j'aime vraiment beaucoup, qui n'a travaillé qu'avec des petites personnes, genre Stevie Wonder, Willie Nelson, Prince, Lenny Kravitz, juste pour n'en citer que quelques-uns. Et puis j'aime beaucoup sa musique, donc j'en avais un peu peur au départ, parce que forcément je me dis qu'est-ce qu'ils vont raconter, comment ils vont le raconter, et finalement j'étais pris de bout en bout pendant ce film qui dure à peu près 1h40 si je me trompe pas. Je vais reprendre mes notes. Si où est-ce qu'il est, voilà, c'est ça, c'est 1h49, même si le générique est finalement assez long à la fin. Et voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres ici qui avaient entendu parler du film ou qui s'intéressaient, mais voilà. J'avais pas du tout entendu parler du film, mais comme j'aime énormément Jason Reitman, pour moi Thank You for Smoking est l'une des comédies les plus brillantes de ces dernières années, à la fois hyper drôle et en même temps totalement ça fout les jetons de voir tous les lobbies en fait, comment ça se passe, et voilà, enfin c'est vraiment une super comédie à la fois politique et très drôle, et j'avais bien aimé aussi Indie Air avec George Clooney, qui était une comédie qui était plutôt sympa. Donc voilà, ça me donne vraiment envie de jeter un œil, parce que j'aime vraiment beaucoup la manière dont il réalise et dont il écrit. Donc et puis en plus de ça, tous les comédiens en fait sont très bons dans la pas l'imitation, parce que c'est pas une imitation, mais dans la personnification en fait des différents comédiens. L'acteur Nicholas Brown, qui joue deux personnages, qui joue Jim Henson, donc vous savez, le créateur des Muppets, parce qu'il faut savoir que Jim Henson était censé être dans le Saturday Night Live au départ, et on lui a pas fait que de super cadeaux. Et Andy Kaufman, il joue les deux, et j'ai trouvé son interprétation d'Andy Kaufman plus vraie que nature. Franchement, c'était assez impressionnant. Donc voilà, je vous conseille ça, essayez de le trouver, c'est pas simple, mais ça en vaut la peine. Donc Saturday Night, par Jason Reitman.
Donc il n'est pas du tout prévu qu'il sorte au cinéma, comme c'est pas sur une plateforme. En fait, il est sorti aux États-Unis, c'était assez bizarre sa sortie. En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il était montré au Festival de Telluride, donc en août. Ensuite, il est sorti à Los Angeles et New York en fin septembre. Ensuite, il est sorti en sortie limitée dans certains cinémas le 4 octobre. Et puis, il a fait une sortie nationale le 11 octobre. C'est le bordel. C'est le bordel. Et ensuite, je crois qu'ils sont avec Peacock et Sony aussi. Donc, c'est vraiment un bordel. Donc, niveau international, je sais même pas s'il va y avoir quoi que ce soit. Je sais qu'il y a un doublage québécois qui existe. Mais bon, voilà, c'est parce que niveau Amérique du Nord. Mais rien du tout qui laisse entendre qu'on pourrait avoir une sortie cinéma et même peut-être même pas en physique, quoi. Ouais, non, il y a rien d'annoncé, il y a pas de date, il y a rien. Non. Bon, et et puis le film a été assez rapide à sortir parce que le tournage a débuté en mars de l'année dernière, donc en 2024. Il est sorti première fois fin août 2024, donc voilà, ça en même pas 6 mois. Merci, au revoir, c'était fait, quoi. Et pourtant, la qualité reste quand même là, quoi. Donc de ce que je vois, les critiques autres, voilà, sont pas trop mauvaises. On est quand même sur un 7 sur 10, hein, c'est pas le plus grand film du monde, mais pour ce que ça veut raconter, c'est franchement, moi j'étais vraiment très content. Voilà. Je reprends le programme et hop, je me trompe pas, je vais passer à toi, Olivier, pour ton récap de la semaine où là tu vas parler entre autres de séries. Oui, en gros, moi je continue mon visionnage de Slow Horses, qui est... Tu es en mute. Je sais pas comment t'as fait, t'as dû appuyer sur la barre d'espace. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc je disais que j'étais en train de regarder, je continue mon visionnage de Slow Horses, donc sur Apple TV+, avec toujours Gary Oldman et une bonne quantité de très bons acteurs anglais. Vraiment, c'est une série que je conseille à tout le monde depuis que je l'ai commencé. Je prends un vrai plaisir à regarder. C'est super, c'est vraiment ce qu'on aime dans les séries. C'est une série d'équipe, c'est une série écrite comme une série avec des cliffhangers à chaque fin d'épisode qui te donnent vraiment envie de lancer l'épisode suivant. Et voilà, j'essaie de savourer le truc. J'y vais tranquillement. Je suis au milieu de saison 3, donc il me reste pas non plus énormément d'épisodes à regarder. Mais c'est bien, je trouve que d'une saison à l'autre, les intrigues sont assez diversifiées. Il y avait une première saison qui était assez politique, une deuxième saison qui l'était beaucoup moins. La troisième saison le redevient. Voilà, il joue sur plusieurs tableaux, toujours en restant drôle, mais en même temps en créant des scènes assez choquantes et bouleversantes. Donc c'est une série qui nous ménage pas, mais qui en même temps est très drôle à regarder. C'est une série qui désamorce tout ce qu'elle crée, mais c'est super parce qu'en fait on sait plus du tout à quoi s'attendre. Et voilà, c'est un vrai plaisir je trouve que, enfin voilà, toutes les séries devraient être écrites sur ce modèle-là, quel que soit le genre. Mais comme tu l'as dit, hein, c'est une série qui est vraiment écrite comme une série et pas une espèce de pendant film, pas tout à fait film, quoi. C'est clair, et c'est vraiment ça qui fait plaisir parce que ça t'accroche et ça te lâche jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu te dis bon, je vais arrêter parce que ça me saoule. Et là, en fait, c'est vraiment à chaque fin d'épisode, il faut que je me force à m'arrêter parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Il y a toujours le petit truc à la fin de l'épisode qui te donne vraiment envie de continuer. Donc c'est vraiment super série. Dans le genre super série aussi, j'ai commencé la saison 2 de Mo sur Netflix. J'avais adoré la saison 1 dont je vous avais parlé ici et j'ai vu 2 épisodes de la saison 2 et c'est 2 pépites. Vraiment. C'est à la fois absurde, à la fois très politique, à la fois très lucide sur l'Amérique actuelle. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a
une tendresse et une humanité qui se dégage de cette série. Je trouve que c'est presque miraculeux la manière dont il écrit et voilà. Enfin, c'est une série dont on parle pas beaucoup et je trouve ça vraiment dommage parce que il y a tout dedans. Il y a vraiment il y a des très bonnes vannes. C'est en termes de comédie, c'est très solide. C'est extrêmement bien tourné, visuellement c'est assez joli et derrière il y a un vrai propos politique, ça montre toute l'absurdité du monde à travers un humour absurde justement et ouais vraiment faut voir Mo en plein milieu du Mexique en train d'expliquer pourquoi il se retrouve au Mexique, pourquoi il peut pas rentrer aux États-Unis et c'est hyper drôle quoi. C'est hyper drôle et en même temps on se dit ouais, enfin il montre toute la cruauté du système actuel aux États-Unis et qui va s'amplifier en plus et il montre toute l'absurdité des frontières de la double culture, de l'obligation d'être ce qu'on n'est pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont dites toujours avec humour et c'est hyper sympa. Enfin vraiment, c'est une petite pépite qu'il faut savourer. C'est Mo, c'est sur Netflix et c'est à ne pas louper. Si vraiment la saison 2 continue comme ça, je pense que je vous ferai un compte rendu un peu plus complet parce que c'est parti sur des très bonnes bases. Et sinon, j'ai pas eu beaucoup de temps d'aller au cinéma, mais j'y suis quand même allé et j'ai vu un film qui est, sans être un grand film, est un film malgré tout qui mérite d'être vu, qui s'appelle le 5 septembre, qui se passe donc pendant les JO de Munich en 1972 et qui traite en fait de l'attentat terroriste, de la prise d'otage terroriste qui a eu lieu pendant les JO. Donc c'est un commando palestinien qui a pris en otage des athlètes et des coachs israéliens au sein même du village olympique. Et en fait, donc Munich, donc Steven Spielberg en avait parlé dans son film Munich, où là ça traitait vraiment de ce qui se passait dans les faits et surtout après avec la traque du Mossad pour savoir qui avait mené cette opération. Là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que en fait, c'est un film qui ne traite que du point de vue de ABC, qui était à l'époque le seul diffuseur mondial, et c'est la première fois que des JO étaient diffusés mondialement et en couleur. Et donc la ABC avait la responsabilité de cette diffusion. Et au moment où la prise d'otage a lieu, le film commence et on est vraiment que dans la régie finale. On est vraiment que dans au cœur des discussions de ABC Sports pour savoir qu'est-ce qu'on peut montrer. Est-ce que c'est à nous d'en parler? Parce que c'est vraiment la régie sport de ABC qui s'en occupe. Et il y a ABC News qui pousse pour prendre le relais. Sauf que ABC News, ils sont aux États-Unis, ils sont pas sur place. Et en plus, il se trouve que le mec qui s'occupait de la régie ce jour-là, c'était un peu la première fois qu'il s'occupait de la régie. Donc c'était voilà, c'est à la fois la sidération qu'ils ont pu vivre sur place, à la fois des questionnements qui sont intéressants pour nous aujourd'hui parce que maintenant qu'on est submergé par des chaînes infos qui traitent absolument toutes les infos dans la foulée de leur existence, eux, en fait, globalement, c'est la première fois de l'histoire que des journalistes et un média a été confronté à la gestion d'un événement en direct, d'un événement type catastrophe ou terroriste. Et cette gestion, il a fallu la faire en direct. Et donc, avec le stress que ça implique, avec les questions éthiques que ça implique. Et voilà, donc on est au cœur de cette équipe. C'est pas un film qui va faire dans le sensationnalisme en mettant des gens qui hurlent partout, c'est assez juste dans la manière dont le métier même est décrit. Et ça, c'est aussi un truc que j'aime bien dans le film, c'est que on découvre un métier, on découvre la façon de faire,
la façon de travailler des gens de l'époque. Pour moi qui ai travaillé un petit peu dans ce milieu-là, c'est intéressant de voir comment c'était aussi à l'époque. Et c'est un film qui prend, enfin c'est un thriller quoi. C'est-à-dire que on est embarqué avec cette équipe-là, on a envie de savoir comment ils vont faire, quelles décisions ils vont prendre, de savoir si ces décisions vont être catastrophiques ou pas. Et puis ça permet aussi de réfléchir sur le traitement de l'information maintenant, parce qu'en fait à l'époque c'était en direct, mais il y avait quand même le temps de faire les choses. C'est-à-dire que maintenant, on appuie sur 3 boutons et tout se passe en direct. À l'époque, il fallait, s'il fallait mettre le nom de quelqu'un, on mettait chaque petite lettre les unes après les autres, et puis ça prenait 10 minutes, un quart d'heure avant qu'on puisse mettre le nom de la personne en direct. Donc, chaque chose prenait du temps, et du coup, malgré tout, même si c'était en direct, ils avaient le temps de réfléchir à ce qu'ils faisaient entre chaque chose. Donc maintenant on n'a plus ce temps-là. Et déjà à l'époque ils faisaient des erreurs en ayant le temps de réfléchir. Donc imaginez les bêtises qu'on peut faire actuellement. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un film qui mérite le visionnage, qui est haletant, vraiment. C'est un thriller qui fonctionne très bien, qui est très bien filmé, très bien interprété. Et ouais, je pense que ça fait partie des films qu'il faut voir en ce moment. C'est plutôt bien fait, quoi. C'est intéressant, effectivement, comme sujet, et surtout la façon de le traiter, ça change un peu, quoi. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et vraiment, je trouve que c'est bête, mais moi j'aime bien au cinéma voir les gens travailler. Voir des gens qui font bien leur travail. Je trouve qu'il y a quelque chose de très satisfaisant et de très émouvant là-dedans. Et en fait, c'est évidemment les mecs qui sont partis au JO à ce moment-là, c'est la crème de la crème, quoi. ABC, ils ont balancé leurs meilleurs techniciens, leurs meilleurs journalistes, leurs meilleurs rédacteurs en chef et compagnie. Donc, c'est des gens intelligents, c'est des gens compétents qui sont sur place. Et c'est très agréable de les voir... de les voir bosser, réfléchir et à chaque seconde de remettre en cause leur travail, quoi. Ok, très bien. On va passer à la recommandation de Cécile qui est là, c'est du côté du jeu vidéo. Tout à fait. Il y a quelques semaines, Sophie vous a recommandé un roguelite qui s'appelle Hades 2, qui était la suite d'Hades. Et il vient de sortir un tout nouveau jeu qui est Hades, mais à plusieurs. Et ça, c'est trop cool. Donc ça s'appelle Sworn. C'est sorti vraiment la semaine dernière en en early access. Donc pour l'instant, vous l'avez sur Steam, mais après vous l'aurez aussi sur PS5, sur Switch, sur Xbox. Je crois que c'est prévu pour cet été pour la version complète. Ça coûte une 20aine d'euros. Et donc, de quoi ça parle ? Cette fois-ci, on n'est pas dans la mythologie. On n'est pas dans la mythologie grecque, on est dans la mythologie arthurienne. On débarque, on est ce qu'ils appellent une âme forgée, on est un chevalier créé toute pièce par la magie pour aider à ramener Camelot vers le droit chemin, parce que Arthur et ses chevaliers, dans la quête du Graal, ont sombré, donc Camelot a sombré dans le chaos, et donc Merlin nous ramène pour pouvoir essayer de libérer Camelot et ramener tout le monde dans le droit chemin. Comme dans un roguelite classique, vous allez parcourir différents mondes, combattre des boss. Et quand vous mourrez, vous revenez dans un hub, vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez trouvé au cours de votre expérience pour monter vos capacités, pour obtenir de nouvelles armes, de nouveaux types de personnages, monter votre arbre de compétences, et une fois que vous êtes prêt, vous repartez et vous refaites le même chemin à peu près. Vous retrouvez les mêmes biomes dans le même ordre, mais vous allez forcément rencontrer de nouveaux défis. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est le fait qu'on puisse jouer en coop. C'est vraiment Hades, et vous jouez de 1 à 4. Alors, tout seul, la difficulté est quand même assez corsée. Va falloir faire plusieurs runs et bien monter votre perso pour avoir une chance d'avancer et de passer ne serait-ce que le deuxième boss. Par contre, il faut avouer que donc moi, je l'ai joué à 2. J'ai fait solo et en duo. Et franchement, à 2, super kiff. Vraiment, de pouvoir avoir un personnage qui va être au cac, qui va attaquer à l'épée, qui va être près des monstres, et un autre qui va être à l'arrière avec de la magie, avec un arc, qui va pouvoir tirer à distance. Le fait de se complémenter, d'avoir
On a la même progression, mais du coup, on choisit forcément selon les personnes qui vont nous aider. Donc là, on n'est pas avec des dieux, mais ça va être le roi Oberon, la reine Titania, donc les rois et reines des elfes. On va avoir les titans, on va avoir plein de figures arthuriennes qui vont nous aider. Et on va récolter aussi des personnages de la légende arthurienne qui vont venir dans notre hub. Par exemple, quand on va croiser la fée Viviane, elle va venir nous aider à améliorer nos armes, vu que c'est elle qui avait fait Excalibur. On va avoir Guenièvre qui va aussi essayer de nous proposer des améliorations. On a le roi pêcheur. Enfin voilà, on a plein de personnages qu'on connaît des légendes arthuriennes. Et enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On a passé un bon moment à jouer à ce jeu. Le jeu est très beau. Le dessin, alors on n'est pas vraiment... le dessin est un peu différent de ce qu'on voit dans Hades, mais je trouve que le style se rapproche quand même un peu. Et moi, j'ai trouvé très beau. Parfois, je reconnais que il y a trop d'informations à l'écran. Alors sur le côté coop, chacun a son écran et on n'est pas du tout sur un même écran figé. Chacun voit son écran, donc il n'y a pas de souci. Par contre, parfois, il y a trop d'informations parce que chaque personne peut avoir un familier, peut avoir, je sais pas moi, des tornades qui vont le suivre, va générer des objets temporaires qui vont le suivre. Donc quand on est déjà ne serait-ce que 2, plus les monstres, plus le décor, des fois c'est un peu fouillis, et donc il y a des murs qu'on voit pas forcément très bien, parfois c'est un peu compliqué. J'imagine même pas quand on est 4, si tout le monde a un familier, plus des choses qui génèrent, ça va être vite le foutoir. Mais franchement, enfin voilà, j'ai eu une très bonne expérience. J'ai hâte de refaire des runs. Donc moi, je vous le conseille. Franchement, si vous avez aimé Hades, c'est vraiment le même type de jeu. Il y a beaucoup moins d'histoire, il faut l'avouer. Vous avez pas vu que c'est un jeu qui peut se jouer en multi, il n'y a pas d'histoire personnelle. Vous êtes là pour sauver le monde, mais vous n'avez pas, comme dans Hades, Zagreus, Melinoë, ont un but personnel à atteindre. Là, non. Votre personnage ne va pas créer de relation avec les différentes personnes que vous allez croiser. Les personnes qui vont vous donner des pouvoirs, elles sont là pour vous aider à avancer, mais il n'y a pas d'interaction spécifique entre eux. Surtout que vous pouvez, du coup, votre personnage peut changer de classe. C'est assez modulable pour pouvoir justement permettre ce côté multi. Mais voilà, le côté aventure, gameplay, vous allez le retrouver. Vous allez vraiment être dans cette ambiance-là. Donc c'est moins profond en termes d'histoire, mais par contre, en termes de gameplay, vous allez vous y retrouver. Donc, si vous aimez Hades et que vous voulez jouer à plusieurs, n'hésitez pas. Sworn est là. Moi, je vous le conseille. J'ai trouvé ça très sympa. Et franchement, pour le prix, ça vaut l'aventure. Même à 2, franchement, vous en aurez pour votre argent. Et est-ce que c'est compatible ou jouable au Steam Deck ? Et tout à fait. J'ai joué. Donc, on a joué PC et Steam Deck. Ça se joue très bien au Steam Deck. Juste un conseil. Je pense que c'est pour faire différent d'Hades. Les contrôles ne sont pas les mêmes. Les contrôles sont à la gâchette. Les attaques sont aux gâchettes. C'est une horreur. Ah, mais tu peux les refaire, ça. Tout se refait. Mettez-vous... Parce que, franchement, soyons clairs, c'est exactement la même chose qu'Hades. Hein. Vous allez avoir l'attaque rapide, l'attaque spéciale, le sort. C'est tout pareil. Vous remettez les mêmes touches et vous êtes en terrain conquis. Mais c'est vrai que j'ai essayé de jouer avec les gâchettes. Hein. J'ai fait 2-3 runs, je fais non, c'est pas possible, je ne peux pas, ça ne marche pas du tout. Mais voilà, non, au Steam Deck, ça marche nickel. Hein. Aucun souci de compatibilité. Mais moi, je regardais le truc en regardant le côté graphique. Ça m'a fait penser à un autre jeu qui était un peu dans le même genre, mais je sais pas s'il y avait une partie multijoueur. C'était Curse of the Dead Gods. Graphiquement, pour moi, c'est très très proche. C'est aussi dans le genre, c'est un roguelite. C'était chez Focus. C'est sorti il y a déjà un petit moment maintenant. Mais Curse of the Dead Gods, ça y ressemblait très fort quand même. Voilà. C'est pas le même studio. Si j'ai un autre roguelite à conseiller, qui est un peu plus vieux, je crois que c'est 2021, c'est Children of Morta, il me semble que j'en avais déjà parlé, où vraiment j'avais passé un super moment. Vous jouez différents membres d'une même famille qui, pareil, veulent sauver leur environnement, et il est super. Et il y a un jeu de plateau qui va sortir cette année, inspiré de Children of Morta, ils ont fait un crowdfunding, et je vous en parlerai sûrement, parce que évidemment il a été financé par moi-même. Évidemment. En totalité. Non, quand même pas. Non, je il suis a la reçu productrice. beaucoup d'argent.
On va passer de ton côté, Elodie, avec cette fois-ci de la lecture. Ouais. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que pourrait raconter votre chat s'il pouvait parler? En tout cas, l'autre derrière, il est en train de se lécher le cul. Donc, je sais pas ce qu'il raconterait. Probablement des choses très intéressantes. Il dirait j'ai faim, j'ai sommeil. Non, Je me comprends. il va juste dire tiens, j'ai un goût bizarre aujourd'hui. Oh. Avec plus de poésie, je vais vous parler de Mémoire d'un chat, écrit par Hiro Arikawa. C'est un peu comme si on tendait l'oreille aux confidences d'un chat. C'est un roman japonais qui a été publié en 2012 et faut avouer que ça m'a transporté dans une histoire très tendre et pleine de sagesse. Et ça laisse aussi réfléchir sur la vie, l'amitié et l'importance des petits instants. Vous voyez, je vous avais dit que j'allais parler de trucs extrêmement mignons. Non. C'est pas très bizarre de t'entendre dire des choses comme ça. C'est pas normal. Il y a un moment donné. Il tue tout le monde. Ah voilà, non. Voilà. Je vous assure que c'est adorable. Dis-nous que tu as été prise en otage. Non, mais la seule chose qui prouve que c'est bien elle, c'est que comme pour les jeux, pour les séries et les films, elle a au minimum 2-3 ans de retard. Là, c'est 13 ans de retard. Oh, mais non, mais pour les romans, gratuit. il n'y a pas de prescription. Hein. Mais non, je lis pas que des horreurs. Hein. Des fois, Mais là, l'indice, c'est quand même qu'il y a un chat dedans. Enfin, ça devrait pas être si étonnant. Effectivement, oui. Chat. C'est ça. Alors, pour l'histoire, vous suivez Nana, un chat au caractère bien trempé, et Satoru, son maître, dans un voyage à travers le Japon qui va bien au-delà des simples paysages. Donc l'histoire commence quand Satoru, un jeune homme discret et bienveillant, décide de retrouver une nouvelle famille pour son chat, Nana. Mais pourquoi vouloir se séparer d'un compagnon aussi fidèle? Eh bien, je ne vous le dis pas, parce que vous le saurez à la fin. Et ensemble, ils vont rendre visite à d'anciens amis de Satoru. Et en fait, ce road trip, c'est vraiment juste une excuse pour apporter son lot de souvenirs et de révélations à chaque fois qu'il retrouve de vieux amis. Et dans ce voyage, on va traverser des lieux magnifiques et assez variés du Japon. C'est aussi un prétexte pour explorer des liens qui unissent l'homme et l'animal, mais surtout l'homme et son passé. Putain, j'en dis des belles choses, hein, des fois. Quelle émotion! Et là où Mémoire d'un chat brille, c'est dans sa narration, puisque en fait, on va avoir le point de vue alterné entre Nana, le chat, avec ses réflexions parfois cinglantes, mais toujours pleines d'affection et très très drôles, parce que c'est attendrissant, mais c'est aussi un roman qui est très drôle. Et donc, on va alterner entre les pensées de Nana et les souvenirs évoqués par les personnages humains. Ça va donner une profondeur unique au récit et puis au moins c'est pas ennuyant. On a deux points de vue pas d'une même histoire parce que le chat il connaît pas le passé de son maître, mais il donne un point de vue assez différent et c'est très intéressant. C'est pas juste une histoire d'animaux, c'est plutôt une méditation sur la manière dont nos vies se croisent et se transforment. C'est vraiment l'histoire d'une vie en fait. Le chat c'est juste une excuse pour la raconter. Et le personnage principal, Nana, c'est quand même l'âme de ce roman, puisque Nana, il a un humour pince sans rire, et c'est l'animal loyal, vraiment comme on peut l'imaginer, sauf que normalement les chats c'est des cons, même si je les adore, mais lui, pas du tout, enfin ça dépend. Et c'est le narrateur de l'histoire, il est assez irrésistible. Et de l'autre côté, donc on a Satoru qui lui est très touchant dans sa manière de toujours voir le meilleur chez les autres, même quand il est dans des moments assez difficiles. On a aussi pas mal de personnages secondaires vu qu'on va tous les visiter pour faire notre petit road trip. On va les rencontrer à chaque étape du voyage et du coup, ils vont permettre d'enrichir le récit en apportant chacun une nouvelle facette du passé de Satoru et on va apprendre à le découvrir à travers ces petites histoires en fait. Pour vous décrire un peu l'ambiance du roman, ça a aussi quand même entre de la douceur et un peu de mélancolie quand même. C'est très influencé par la culture japonaise bien évidemment, surtout dans la façon dont chaque moment, même le plus anodin, est décrit avec une grande précision et une profonde poésie. C'est vraiment une lecture très doudou en fait. C'est de l'amour au fil des pages, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas un grand lecteur, je pense que c'est vraiment un roman qui est très facile d'accès.
puisque Hiro Arikawa, il a un style très fluide, très accessible, parfois presque cinématographique dans sa manière de dépeindre les paysages et les émotions, et ça se lit très vite en fait. C'est Enfin, je sais pas comment le dire, mais en fait, c'est comme si vous lisiez un livre d'images, sauf qu'il y a des mots. C'est très bizarre ce que je dis. Mais voilà, si vous aimez les histoires qui font réfléchir, mais en étant faciles à lire, franchement, allez-y. Ça plaira aussi bien aux amoureux des chats qu'à ceux qui apprécient les récits plus introspectifs. Il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur pour savourer cette aventure. Et je vais pas vous raconter la fin, mais j'avoue, j'ai chialé comme une merde à la fin. Donc voilà, c'est très l'émotion, mais ça vaut le coup. C'est vraiment, c'est un de mes romans préférés. Voilà, donc lisez-le. Voilà, donc c'était Mémoire d'un chat pour rappel. Ouais. Eh ben dis donc, comme quoi, on peut être étonné un peu chaque jour. Hein. Comme Le quoi, il y a un chat, petit cœur qui vit dans cette femme. Dans cette Mais femme. que pour les animaux. Voilà. Oui, c'est à peu bah, près ça. Après, quand on voit comment se comportent certains humains, ça peut se comprendre. Ouais, j'ai jamais été déçue par un chat, moi, perso. Hein. Et vous? J'ai des griffes. Oh, mais ça, c'est l'amour vache. J'ai failli perdre un œil il y a 2 nuits, parce qu'il a rien trouvé de mieux que de s'accrocher avec une griffe à ma paupière. Oh, quelle Ah. horreur. Moi, j'ai perdu un pied. Mon pied a osé bouger Donc, dans la nuit. franchement, sous la couette. Hein, on va pas leur excuser un peu tout non plus, hein, les greffiers. Non, mais on les aime quand même, hein, mais ça Oui. pique. Ça pique effectivement. De mon côté, niveau récap, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? J'ai écrit beaucoup. Ça, vous pouvez le voir, je pense que c'est assez clair, ce qui prend beaucoup de temps, mais ça me permet aussi d'aller chercher des trucs un peu réconfortants ou des choses simples, et j'étais content de voir que Mythic Quest sur Apple TV était de retour avec sa saison 4, avec un démarrage assez étrange, mais bon, ils reprennent leurs bonnes habitudes, je sais pas trop où ils vont aller. Mais je vais les suivre quand même parce que j'aime toujours cette équipe-là. Il y a la saison 3 aussi de Alpha Male, Alpha Male, je sais pas comment on doit le dire, c'est une série, je vous en avais parlé, une série espagnole sur Netflix avec 4 amis à Barcelone qui en fait sont perdus au milieu de justement des femmes qui prennent de plus en plus le pouvoir, ils voulaient se déconstruire, ils voulaient faire plein de choses, et c'est vraiment en fait 4 types paumés, mais c'est très drôle, c'est super bien écrit, super bien joué, et les mises en situation sont de plus en plus drôles, d'autant plus qu'ici effectivement au bout de 2 saisons ils sont de plus en plus ils se sont de plus en plus inutiles, et à raison, et c'est ça qui est très très drôle. Donc ça, j'aime beaucoup suivre ça, surtout que le niveau format, ça passe très très bien. Et alors, sinon, vendredi dernier, donc là on est le lundi 10 février, vendredi dernier, j'ai été voir un concert que je ne pensais jamais voir de ma vie, et même deux artistes que je ne pensais jamais pouvoir voir de ma vie, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils vieillissent. Déjà, c'est une chose, donc il y a toujours un risque. Et puis surtout, c'est pas comme s'ils venaient souvent en Europe, et encore moins en Belgique. Et encore moins, je rajoute une couche, qui ne viennent pas dans un stade ou une salle super chiante à aller, dont le son est dégueulasse. Donc j'ai vu le groupe Toto, et en première partie c'était Christopher Cross. Donc excusez du peu quand même, hein, niveau première partie on a fait pire. C'était 3 heures où j'étais sur un petit nuage, comme je l'ai dit, j'en attendais énormément et je n'ai pas été déçu. Pourtant, l'attente était très très forte, hein. Je pense que si on me connaît un peu, on sait que Toto, le groupe, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis ultra fan, donc j'en entendais vraiment beaucoup, et j'ai pris une claque pendant 2 heures, et c'était vraiment très très beau. C'est pour ça que je l'ai pas mis en recommandation, parce que vous recommander un concert qui n'est peut-être pas possible pour vous d'aller voir, c'est un peu compliqué. Mais écoutez, hein, ça serait déjà pas mal. Voilà. Et sinon, là, je l'ai lancé vraiment il y a... c'était pendant la pause de midi, une démo sur un jeu qui va sortir cette année, mais on ne sait pas encore quand. On peut avoir la démo sur Steam. Ça s'appelle Tiny Bookshop.
Et comme son nom l'indique, vous gérez une petite librairie itinérante. C'est super doux, vous rangez votre truc, vous le décorez, vous conseillez des livres, et vous passez comme ça des jours dans un espèce de petit village très ensoleillé, avec des gentils toutous qu'on peut caresser et qui vous aiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà, si vous avez besoin d'un peu de calme et de volupté, téléchargez la démo entre deux parties de Drop Dutchy dont je vous parlais il y a 2 semaines et qui avait tendance à être un peu plus énervant au niveau rogue. Donc voilà, on passe d'un truc super vénère de ton côté, Cécile, à un truc très ensoleillé, tout doux et dessiné presque de façon pastel. Donc voilà, c'est une démo, ça coûte rien. Allez-y. Olivier, je pense que là on est du côté de la musique, oui c'est ça. Tout à fait. On va parler un peu musique et en fait, ce que je vais faire ce soir, c'est plus une réhabilitation qu'une recommandation. Je vais vous parler de Benabar, qui est un artiste qu'on a un peu catalogué comme un mec qui fait des chansons populaires marrantes, un peu con, parce que les singles qui ont été tirés de ses albums, en fait, ils étaient tous dans cette veine-là. Mais en fait, moi, j'ai envie de vous parler et de vous montrer qu'il y a des choses bien plus intéressantes dans sa discographie que ce qui a pu être proposé en radio ou en TV. Moi, personnellement, j'ai découvert Benabar assez tôt. Je suis allé à certains de ses concerts alors que son premier album n'était pas sorti ou venait juste de l'être. Donc vraiment, je le connais depuis la première heure. Et ce premier album, justement, à mon sens, c'est vraiment, c'est peut-être son meilleur. Et pour moi, c'est vraiment un super album qui manie avec talent à la fois l'humour, à la fois de la mélancolie, de la lucidité, un peu de futile et avec une touche d'essentiel. Et chaque chanson, en fait, est un mélange de tout ça. Que ce soit quand il parle de son anniversaire, de sa nouvelle copine, d'un enfant qui essaie de faire du vélo sans les petites roues mais qui y parvient pas. Et certaines chansons poussent le bouchon un peu plus loin. J'aime beaucoup dans cet album une chanson qui s'appelle Majorette, qui parle d'un garçon un peu simplet, qui fait partie d'une fanfare et qui en fait est raide dingue amoureux de la fille qui mène les majorettes devant eux. Et en fait, c'est une chanson qui prend le point de vue de ceux qu'on voit pas ou qu'on ne veut pas voir, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, qu'on oublie un peu. Et ça montre à quel point cette invisibilisation, en fait, apporte avec elle tristesse et frustration. Je trouve que c'est une très belle chanson avec une montée en puissance assez intéressante. Dans la chanson Couche tard, lève tôt, il se pose dans le métro et en fait il regarde la société qui se côtoie à un certain moment de la journée, qui est le moment où les gens qui se couchent tard rentrent et les gens qui se lèvent tôt partent au travail. Et donc voilà, il regarde la société et les différences insurmontables qui séparent les gens. Dans la chanson Le coup du lapin, il observe à quel point on perd notre temps en fait à rechercher quelqu'un de parfait pour nous accompagner dans la vie et que en fait on pourrait trouver beaucoup de charme et beaucoup de bonheur chez des gens auxquels on pense pas. Et il y a une autre chanson que j'aime bien qui s'appelle Le Dramelet, qui raconte la rupture d'un couple et notamment pour parler de l'enfant que ce couple n'a pas eu et qu'il n'aura donc jamais puisqu'ils se séparent. Il parle d'orphelin prénatal, qui est, je trouve, une très jolie formule. Et j'aime bien cette chanson parce qu'il y a une sorte d'inéluctabilité dans le fait que la rupture arrive et c'est quelque chose que je trouve à la fois poétique et en même temps très dur à expérimenter. Donc voilà pour le premier album. Dans le deuxième album qui s'appelle Les risques du métier, il y a 2 chansons que j'aime vraiment énormément, que je trouve très belles et en même temps qui sont d'une lucidité assez cruelle, qui pique vraiment là où ça peut faire mal. La première chanson, c'est celle qui s'appelle Je suis de sel,
qui raconte l'histoire d'une femme qui se souvient de ses années lycée où elle était un peu le faire-valoir des filles populaires et que les garçons ne voyaient que quand elle acceptait de coucher avec eux. Les paroles de cette chanson, moi je les trouve vraiment magnifiques, hyper poignantes et à la fois tendres et cruelles et voilà, enfin il y a des choses. Si je devais prendre un exemple, il y a ce genre de paroles dedans. Où il dit je me répétais, il faut pas que je m'attache. Vous pensiez, il ne faut pas que ça se sache. Mais une fois dans mes bras, vos murmures essoufflés, c'est à moi, rien qu'à moi, qu'ils étaient destinés. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très joli. Encore une fois, il fait parler des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il arrive à se mettre à la place de gens qu'on entend peu. Et moi, je trouve ça assez touchant. L'autre chanson que j'aime particulièrement dans cet album, c'est celle qui s'appelle La Coquette et qui raconte la vieillesse d'une femme qui a été belle et coquette et qui n'accepte pas de vieillir, qui cache les miroirs chez elle parce qu'elle n'accepte pas de se voir vieille. Et je trouve que avec cette chanson, Benabar il livre probablement ses plus belles formules en fait, et notamment si je le cite, par exemple il dit les traînées au coin des yeux sont le lit des fleuves où s'écoulent peu à peu les larmes des veuves. Elle dit que les années écrivent sur les visages, que les ratures encombrent la page. Profitons du beau temps avant l'inverse. Elle tue le temps avant l'inverse. Voilà, je trouve que c'est très bien écrit, je trouve ça très beau. Encore une fois, ça parle de vieillesse, donc ça parle de gens qu'on invisibilise beaucoup. C'est rare d'avoir des chansons sur la vieillesse. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu beaucoup. Et voilà, et je vais vous parler du troisième album aussi où il y a 3 autres chansons que j'aime beaucoup et qui montrent toute l'étendue du talent de Benabar, et notamment une qui s'appelle 4 murs et un toit, qui en fait en gros est Ir de Zemeckis avant que Ir de Zemeckis ait été fait, puisque c'est une chanson qui parle du cycle de la vie d'une maison, de tout ce qui s'y passe à travers le temps. Et moi en fait c'est toujours quelque chose, j'en avais parlé quand j'avais parlé de Ir ici, mais c'est vraiment quelque chose qui m'aime beaucoup quand on utilise un objet a priori banal pour parler de ce qui est important, de ce qui est universel dans nos vies. Et voilà, et c'est aussi le cas d'une autre chanson que j'aime de cet album-là qui s'appelle Les épices du souk du Caire, qui est probablement la chanson que je préfère de Benabar, dans laquelle en fait il parle des photos qu'on prend. On comprend tout le temps, partout. C'est encore pire maintenant avec les téléphones portables. Et il montre à la fois le caractère totalement inutile de ces photos et en même temps le côté essentiel de ces photos. Il se moque beaucoup, il dit à quel point ces photos sont tout le temps les mêmes. Il dit qu'est-ce qui nous pousse au fond à refaire à la chaîne toutes les mêmes photos qu'on a vues par centaines, des photos de monuments qui sont jamais très belles, mais c'est nous qui l'a fait, c'est pas la carte postale. J'ai encore jamais vu, et ça chez personne, sa copine toute nue au-dessus du téléphone, la photo de son patron dans aucun salon, mais des vues de bord de mer, à ça putain, on sait faire. Voilà, donc c'est à la fois drôle et à la fois je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant dans la manière de lister comme ça toutes ces photos qu'on fait, de parler de l'inutilité de ces choses, surtout dans une société comme la nôtre où tout doit être efficace, tout doit servir à quelque chose. Et ben non, il reste les photos qui ne servent à rien, qu'on ne regarde jamais, mais qui existent, qu'on fait, et que quand on tombe dessus, bah finalement on a un élan de nostalgie ou de mélancolie qui peut surgir. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui aime bien partir sur des fausses pistes, qui prend un sujet pour en parler d'un autre, comme c'est le cas avec Mémoire d'un chat. C'est le cas de beaucoup de ses chansons, et notamment celle qui suit dans l'album Les épices du souk du Caire, où il répond, alors moi j'ai oublié le nom de la chanson par contre, bon c'est la chanson d'après, où il répond à la critique musicale qui eux-mêmes la critique globale qui à l'époque quand il a commencé à avoir du succès disait bon le problème de Benabar c'est qu'il chante pas bien, et lui en fait il répond à travers cette critique là à travers
une chanson où il montre qu'il y a quand même des choses bien plus importantes dans la vie que son problème de chant. Donc il en profite pour parler des problèmes de cœur d'un adolescent, il en profite pour parler des problèmes sociaux, pour rappeler que l'égalité utopique de notre devise n'existe plus beaucoup, que le racisme se répand un petit peu partout. Et voilà, je trouve que l'angle de réponse est très intelligent. Il crée un espèce de millefeuille de choses beaucoup plus importantes qui replacent les choses, qui replacent en fait au centre du débat pour dire voilà, ouais, je chante pas très bien, mais au final, est-ce qu'on en a un peu pas rien à foutre, quoi. C'est une chanson qui me touche beaucoup parce qu'il dit des choses importantes dedans et qui en même temps montre. C'est quelqu'un qui a été souvent taxé de qu'on a pris un peu pour dont on a dit qu'il avait pris un peu la grosse tête et moi je trouve que à travers les chansons dont je vous parle, je trouve qu'il y a une humilité cachée qui surgit de tout ça en fait et moi c'est ça chez lui qui m'intéresse. Donc voilà, j'étais un peu long parce que c'est vraiment quelque chose dont je voulais vous parler depuis un petit bout de temps. C'est vraiment un artiste qui m'intéresse. Je trouve que ça vaut le coup d'aller fouiner un peu dans sa discographie, de pas s'arrêter à ce qu'on peut entendre de très mainstream et pas forcément très intéressant. Il y a vraiment des belles chansons. En plus, elles sont très souvent très bien orchestrées. Il a un vrai talent de composition et d'arrangeur. Et surtout, je vous conseille d'aller le voir sur scène. Moi, j'ai eu la chance de le voir dans des très petites salles au début, mais j'ai eu aussi la possibilité de le voir après quand il était dans des salles plus importantes. Et ça reste quand même très intéressant parce qu'il a un vrai talent d'improvisateur. Et en fait, ce qu'il fait entre deux chansons, c'est presque des sketchs quoi. Donc c'est plutôt très sympa à regarder. En plus, c'est un gros big band hein, qu'il a autour de lui. Il y a plein d'instruments, il y a plein de choses. C'est des compositions qui sont assez riches. Donc sur scène, c'est un vrai show. Et voilà, vraiment, j'avais envie de parler de lui parce que le public le connaît que depuis une seule facette. Et puis les gens qui aiment bien la musique, ils le snobent un peu parce que justement il est mainstream, parce que voilà, on a cette idée de lui. Mais moi c'est un chanteur qui me suit depuis longtemps parce que du coup moi j'ai commencé à le suivre, je devais être en fin d'adolescence. Et il m'a accompagné depuis et il y a beaucoup de voilà, toutes les chansons dont je vous ai parlé me touchent vraiment. C'est des chansons que j'aime beaucoup réécouter, dans lesquelles j'aime beaucoup me réfugier et voilà, au moins jeter une oreille au premier album qui à mon avis est le meilleur et le plus je dirais consistant et cohérent et en tout dans ce style-là et parce que vraiment je pense qu'il y a plein de choses à aller chercher si on aime. Alors évidemment faut aimer la chanson française quoi, mais si on aime ça, je pense qu'il y a plein de choses à aller écouter. Okay. Moi je suis pas mal d'accord. Enfin, j'aime beaucoup la chanson française, j'en écoute énormément et c'est vrai que j'ai écouté fin d'adolescence pas mal Benabar. Et au final, je me rends compte que je me suis perdue en fait dans ces albums d'après, Infréquentables. Oui, ces albums-là, quand il y a eu l'effet papillon, ce genre de chansons, c'est sûr, ça mais m'a moins touchée. même dans cet album-là, il y a 2-3 chansons qui sont vraiment. Ah oui, voilà, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que sur la masse, c'est vrai que sur les 3 premiers albums, il y a peu de chansons achetées d'après moi. Enfin, moi, je pense Reprise et négociation, je pense que c'est celui que je préfère, le 3e. C'est celui où il y a le dîner, donc c'est là où il a c'est là où ça brillait un peu, ouais. C'est ça, et c'est vrai que dans ceux d'après, je regardais un peu les titres, j'en connais, je les ai écoutés, mais le bénéfice du doute, il y a quelques chansons que je rattrape, mais pas grand-chose, et après je me rends compte, voilà, on arrive à Inspiré de faits réels, là où il y a Paris by Night, et j'ai lâché complètement la rampe, j'en connais pratiquement aucune. Et donc les 3 albums d'après, je les connais pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, par contre les 3 premiers, je regarde tous les titres, je pense que je les connais toutes, je les ai toutes écoutées, je les ai toutes un peu saignées. Surtout, au final, je me rends compte que j'ai pas trop écouté le tout premier album, Benabar. J'ai surtout écouté Les Rescues du métier et Reprise et négociation.
Mais non. Bah, rien que la première chanson sur son anniversaire, bon anniversaire, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est par cette chanson-là que j'ai découvert. Et il a fait aussi des chansons qui n'ont été faites qu'en live, et qui sont très très bonnes, qui sont très très drôles, notamment le slow, qui est assez fun à écouter. Et il y a Adolescente aussi, qui est une chanson qu'il a faite en live et que moi à l'époque j'avais entendue et que je ne comprenais pas pourquoi elle n'arrivait pas sur un album, et qui est très drôle et qui est très juste sur ce qu'est l'adolescence. C'était très... Non, mais dans la chanson de variété française à texte, la chanson, alors c'est pas ce qu'on appelle la chanson réaliste, mais c'est naturaliste presque, de description de situation, de raconter une histoire. Je trouve Benabar, en tout cas dans ses premiers albums, était très fort là-dessus et donnait beaucoup d'émotions. Ouais, là où je trouve que oui, après c'est devenu plus mainstream, mais en fait là je trouve que ça va être des sons plus catchy, ça va être des refrains qui vont revenir plus, et du coup je trouve moins de texte et moins d'histoire, et ça va plus être des refrains qu'on va retenir et qu'on va pouvoir entendre en radio, et je trouve ça dommage parce que moi ce qui m'intéresse plus c'est vraiment la mise en situation, et c'est ça qui je trouve véhicule plus d'émotions. Exactement. Et tu vas garder la parole, Cécile, pour ton récap, et on termine avec ça. Alors, je regarde quelques séries. En fait, j'en ai marre ces derniers temps, mais ça fait plein de fois dans le podcast, je vous en ai parlé. J'en ai marre des séries déprimantes. J'en ai marre des assassinats, des séries où il fait tellement noir que si tu mets pas ta pièce dans le noir, tu vois rien de ce qui se passe. Silo, je t'adore, mais je ne vois rien. Chaque fois que je te regarde, ça me saoule. Je veux voir les personnages se parler, je veux voir les actions qui se passent. Ça m'énerve. Mettez des projos sur les scènes, vraiment, c'est un problème. Mais surtout, j'ai envie même au cinéma, mettez de la lumière s'il vous plaît. Oh ouais, j'en peux plus de cet éclairage. Ah oui, ça fait réaliste, mais bon, quand il fait nuit, on voit rien. Donc mettez des lampes et faites pas chier. Refaites-nous des nuits américaines, ça nous allait très bien. Je suis d'accord. Mais donc voilà, moi j'ai envie de fun, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de trucs mignons. Mettez-moi des... Alors bon, je cherche des comédies, mais j'en trouve pas tant que ça. On a regardé Men on the Inside, Espion à l'ancienne. Ça, vous en avez déjà entendu parler dans le podcast. C'est merveilleux, c'est sur Netflix. Allez-y, vraiment, c'est... Bon, à un moment j'ai chialé, mais c'était très mignon. Bah, il y a quoi c'est de la chialade mignonne. C'est pas de la chialade dépressive. Non, c'est de la chialade mignonne, mais bon, chiale quand même. Mais non, par contre, un truc mignon où on chiale pas et où c'est vraiment du bonbon, vraiment dans tous les sens du terme, c'est Exo Kitty. Donc c'est la série dérivée de To All the Boys, donc c'est À tous les garçons que j'ai aimés, je crois, quelque chose comme ça en français. C'est ça. Une série de films qui était sur Netflix, et donc Kitty est la petite sœur de l'héroïne qui part en Corée pour aller retrouver son petit copain à distance qui habite là-bas, mais aussi aller partir sur les traces de sa mère, parce que sa mère était elle est à moitié américaine, à moitié coréenne, et sa mère a étudié dans l'école, dans la Korean International School of Seoul, le KISS. Et donc elle va aller dans cette école, retrouver donc son chéri, mais aussi étudier là-bas. Et Exo Kitty, comment dire ? C'est simple, tout le monde est amoureux de Kitty, et Kitty a un crush à un moment sur tout le monde. Garçon, fille, on s'en fout. Mais c'est trop mignon, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime, pas forcément en même temps, du coup ça fait des petits problèmes, mais c'est frais, c'est cute, ça fait très série coréenne où ça se regarde de loin et se fait comme ça, et ça échange un bisou très rarement, mais on est content quand ça arrive, et après il y a du drama, et mon Dieu. C'est des saisons ultra longues là ou Non, c'est une série Netflix américaine, t'inquiète, les saisons doivent faire 10 épisodes, quelque chose comme ça. Les épisodes sont assez courts, je crois que ça doit être 30 minutes. Donc ça passe super vite, les personnages sont attachants, Kitty elle est cute, c'est vraiment, c'est pas prise de tête,
c'est mignon, ça fait plaisir. Si vous aimez la romance et voilà les petites histoires comme ça fait du bien. Et sinon, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, je regarde également sur Netflix Psych, une petite série dont on n'a jamais parlé. Absolument jamais. Jamais. Donc Psych, ça commence à dater en fait. Je crois que ça doit être 2006 la première saison, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Ça je crois qu'à un moment, là, nous on est dans la saison 2 et à un moment il y a des cassettes VHS étiquetées 2007 et on se rend compte que c'est des cassettes qui ont été de la veille. Ah, parce qu'ils sont en 2007 en fait. C'est la date, c'est l'année où ils sont. Oui, j'avais oublié, je pensais que c'était des vieilleries, mais non, c'est les cassettes de la veille. Oui, ça date un peu. Mais Psych, si vous n'avez jamais vu, c'est une série procédurale où Sean, un garçon qui est très intelligent et qui est très observateur parce que son papa était flic et lui a appris à regarder dans tous les détails, eh bien il est capable de résoudre des enquêtes policières rien qu'en regardant la télé. Le problème, c'est que personne n'y croit parce que les inspecteurs, eux, n'arrivent pas à résoudre les enquêtes en regardant les interviews à la télé. Et donc, pour qu'on le croit, en fait, il va se faire passer pour un médium. Parce que, oui, c'est beaucoup plus crédible de se dire que les esprits lui parlent que d'être je suis super observateur, mais... Voilà, que d'être un Sherlock Holmes moderne. Et donc, voilà, de ce postulat de départ part toute la série où il fait croire qu'il est médium et en fait, juste, il observe, il recoupe les informations. Chaque épisode est une enquête différente, mais ce qui est intéressant dans Psych, c'est que c'est drôle, les personnages sont ultra attachants, il y a toute une palette de personnages secondaires, et c'est merveilleux. Si vous n'avez jamais vu Psych, mais que faites-vous ? C'est sur Netflix, ça vous attend. Et puis surtout, faut pas oublier, parce que tu as oublié quand même de parler de... Il n'est pas tout seul, il y a une espèce il y a plein de personnages secondaires. Non mais bon, il est très important, beaucoup plus important que les autres, Gus. Lassie, Jules, tout le monde est important. Ouais, mais bon, il y a une dynamique de duo avec Gus qui, lui, il est super peureux. Les deux sont peureux. Vraiment, tu les vois, ils hurlent et ils courent tous les deux. Hein, oui, mais bon, en fait, il y en a un qui a un peu moins froid aux yeux que l'autre. En fait, Gus est censé être le clown blanc, sauf qu'en fait... il est tout aussi barré que Sean. Il le suit dans tous ses délires. C'est juste que lui, il essaye. Il essaye d'être une vraie personne, d'avoir un vrai travail, il a une voiture, il essaye d'être sérieux, mais en vrai, c'est un gros geekos. Dès qu'il peut faire des trucs un peu marrants, il y va. Il suit Sean dans tous ses délires. Et c'est trop marrant, quoi. Enfin, franchement, moi, je fais découvrir à mon mec qui avait vu que 2-3 épisodes comme ça de Psych. Et il se marre, et moi ça me fait plaisir de le voir se marrer parce que la série elle fonctionne toujours, on s'en fout qu'elle ait 15 ans, ça marche et ça fait toujours plaisir. Et il y a eu donc récemment, il y a eu des films qui sont la suite de la série et il paraît qu'il y aura d'autres films potentiellement. Je crois qu'ils avaient prévu d'en faire 6, on en est à 3, donc on a peut-être l'espoir d'avoir d'autres films. Oui. Faut garder espoir. Et moi j'ai repris aussi, mais en faisant découvrir ma plus grande qui a 10 ans justement pour voir si ça marche sur elle et ça marche pas mal quand même, donc c'est quand même assez accessible même pour les plus jeunes. Ouais, c'est pas, alors il y a pas du tout de violence parce que ça arrive qu'on regarde et qu'il y ait ma fille dans le coin, elle joue à ses trucs mais elle est pas dérangée par c'est ça, ce qui se passe. Il y a rien de violent, on voit de temps en temps le corps des morts mais c'est vraiment juste voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, il n'y a pas de violence à l'écran et par contre elle est fan de la chanson le I Know You Know, quand elle voit la fêter, elle fait I Know You Know, voilà, elle sait que la série c'est ça. C'est facile à retenir jusqu'au moment où elle aura la version des mariachis. C'est ce que j'attends, la version mexicaine. C'est ce que j'ai dit à mon mec. C'est plus compliqué de la chanter la version quand ils font la Twin Peaks. La Twin Peaks, l'épisode spécial Twin Peaks aussi, ça c'est un peu compliqué. Non, franchement, Psych, une pépite. À voir autant en VO qu'en VF. La VF fonctionne très très bien aussi, si jamais. Voilà. Pour info. Oui, elle marche bien. J'aime beaucoup la voix de Gus qui a été donnée à... c'est Lucien Jean-Baptiste, de ce que j'ai vu sur Netflix qui le faisait. Ouais, effectivement. Et voilà, on a fait le tour
de tout ceci. Alors j'ai un petit peu peur parce que je vois que le bouton stop pour arrêter l'enregistrement, il a marche plus. disparu. Il marche On ne plus. peut plus s'arrêter, on doit On enregistrer. peut plus On va s'arrêter. faire un marathon. On va faire comme le gars qui court. On va avoir des lames qui vont nous être derrière nous et il faut qu'on parle. Ah, la chanteuse là. C'est ça, on va voir. C'est un spin-off de Speed en fait. Ah, d'accord. En tout cas, on vous a conseillé du jeu vidéo avec Swan, de la littérature avec Mémoire d'un chat, de la musique avec Benabar, mais apparemment surtout le début. Mais Oui. bon, pour le réhabiliter. Moi, de mon côté, c'était du cinéma, en tout cas un film avec Saturday Night, qui parle de Saturday Night Live. Et puis, bon, on a pas mal de choses, hein, niveau série, Slow Horses, Psych, Exokitty, Mo, saison 2, Alphabet, Mythic Quest, etc., etc. Plein de choses. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux qu'on vous a déjà donné tout à l'heure et aussi à vous abonner parce que c'est plus facile pour être au courant de quand on est là. Et sinon, moi je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes recommandations culturelles et puis surtout... Bonne journée. Et le bouton il est revenu, je peux faire stop.